Voyons maintenant ce que recouvre le triangle politique de l'Union européenne. Il y a trois acteurs principaux. Il est dit communément qu'il existe un triangle politique, car le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission européenne sont les trois acteurs de la fabrication de la loi et du budget de l'Union européenne. Or, un quatrième acteur semble s'immiscer dans ce triangle, c'est le Conseil européen. Récente institution, en tant que telle, depuis le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil européen n'est pourtant pas partie prenante du triangle législatif et budgétaire. Les présidents des trois institutions, Parlement, Conseil européen et Commission, ont pour caractéristique commune de disposer de mandats longs, 5 ans, ou 2 ans renouvelables une fois pour le président du Conseil européen. En revanche, les présidences du Conseil des ministres sont semestrielles. On dit que ce sont des présidences tournantes, sauf pour les affaires étrangères, puisque le traité de Lisbonne a créé un chef de la diplomatie européenne avec un mandat de 5 ans et qui préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres, ou Conseil, qui est sa dénomination juridique, est composé d'un ministre par État membre. Par décision propre au Conseil, les présidences semestrielles sont prévues à l'avance. Dans les médias, il est dit régulièrement que tel ou tel pays va au 1er janvier ou au 1er juillet assurer la présidence de l'Union européenne. C'est un abus de langage. Il n'y a pas de présidence de l'Union, mais une présidence du Conseil, c'est sa dénomination juridique, ou présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est sa dénomination administrative ou médiatique. La double majorité. Contrairement au Sénat des États-Unis d'Amérique, le Conseil, qui représente les États membres, ne prend pas ses décisions sur la base de l'égalité des voix entre les États. Les votes au Conseil ont évolué dans le temps. Jusqu'au traité de Lisbonne, les ministres, au Conseil, disposaient d'un nombre de voix reflétant approximativement le poids démographique du pays qu'ils représentaient. C'est ainsi que, jusqu'au traité de Nice, 2003, les 4 grands pays, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, disposaient de 10 voix, tandis que l'Espagne disposait de 8 voix. À partir du traité de Nice, la pondération des voix a été modifiée pour tenir compte de l'élargissement à venir en 2004. Elle accordait par exemple aux 4 grands 29 voix, à l'Espagne et à la Pologne 27 voix. Nous voyons donc que ces quotas de voix ne reflétaient qu'imparfaitement les différences démographiques. À partir du traité de Lisbonne, en 2009, la prise en compte du double facteur pays et population devient quasiment mathématique. Les décisions au Conseil, sauf pour celles relevant de l'unanimité comme dans les domaines de la fiscalité directe ou la protection sociale, sont dites désormais à la double majorité, avec au minimum 55% des États membres et 65% de la population totale de l'Union. Cette nouvelle modalité de prise de décision est en fait un compromis entre grands pays et petits pays. Le critère de 55% des États membres favorise les petits pays car ils sont les plus nombreux. Celui de 65% de la population favorise les grands pays même s'ils sont moins nombreux. En réalité, à travers l'histoire de la construction européenne, il ne s'est jamais produit de coalition de petits pays contre les grands pays et vice-versa. Les majorités se sont toujours construites sur des projets politiques indépendamment des poids démographiques. La Commission est l'exécutif de l'Union européenne. Elle est supranationale, indépendante des États membres, dotée de compétences propres. C'est la gardienne des traités
Elle représente, dans son domaine de compétences, l'Union sur la scène internationale. Le collège de l'institution est composé de membres de la commission, dits communément commissaires. Le collège a autorité sur une administration employant 33 000 fonctionnaires, dont 7 500, donc contre 7 500 pour le Parlement et 3 500 pour le Conseil. Les services de l'administration de la Commission sont répartis sur le modèle des ministères dans une administration nationale. Mais on dira DG pour Direction Générale. Par exemple, DG Affaires économiques, DG Industrie, DG Affaires sociales, DG Éducation, DG Santé, etc. Les fonctionnaires relèvent d'un statut interinstitutionnel. C'est une fonction publique de carrière qui garantit emploi et évolution professionnelle selon l'ancienneté et le mérite. Les fonctionnaires sont répartis en deux catégories, les administrateurs et les assistants. Les recrutements se font par concours. Les institutions emploient aussi d'autres agents, dits temporaires, contractuels ou locaux, ces derniers étant engagés dans les affectations hors de l'Union européenne. La procédure législative ordinaire. Les étapes de la fabrication de la loi européenne va des citoyens à la Commission, puis au Parlement, au Conseil des ministres, aux autorités nationales et locales, et enfin à la Commission pour exécution et à la Cour de justice pour suivi. Au début de la construction européenne, le Parlement européen, alors dénommé Assemblée, n'avait que des fonctions consultatives. L'institution dominante, dans la prise de décision, était le Conseil. Progressivement, la montée en puissance du Parlement s'est concrétisée par des procédures de coopération puis de codécision à égalité avec le Conseil, aujourd'hui dans la procédure législative ordinaire, dite aussi PLO. Dans la production des documents de l'Union, 3 textes sont juridiquement contraignants. Le règlement, d'application directe aux États membres, la directive, qui fixe des objectifs à atteindre par les États membres, la décision, d'application directe pour les destinataires nommément désignés. La Commission a le monopole de l'initiative législative. Cela signifie qu'elle va au préalable consulter les citoyens, experts, groupes d'intérêt, mais elle seule décidera s'il y a lieu de proposer formellement une nouvelle législation. Lorsque c'est le cas, il revient ensuite au Parlement et au Conseil d'adopter la législation proposée par la Commission. En cas de désaccord entre le Parlement et le Conseil, un comité de conciliation est convoqué. Il est chargé de trouver un compromis. Si celui-ci est trouvé, la proposition est adoptée. À défaut, la procédure prend fin et la proposition n'est pas adoptée. Passons à présent aux questions. Qui est le plus médiatisé et qui a le plus de pouvoir? Le président de la Commission ou le président du Conseil européen? La présidence qui a le plus de pouvoir est à la tête de la Commission. Institution indépendante avec une administration de plusieurs milliers de fonctionnaires, des compétences propres, pouvant sanctionner les États membres, par exemple dans le domaine de la concurrence. Quant à la présidence la plus médiatisée, c'est moins évident. Cela va dépendre de la personnalité en question, mais aussi des circonstances. Par exemple, la crise financière qui a débuté en 2008 a donné au président d'alors, Herman Van Rompuy, une réelle visibilité médiatique. Est-ce qu'un État membre peut faire valoir ses intérêts vitaux pour refuser une décision à la majorité au Conseil? La référence historique des intérêts vitaux est celle de la politique de la chaise vide du général de Gaulle entre le 30 juin 1965 et le 30 janvier 1966. La France s'était alors opposée
à une extension du rôle du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le FEOGA, et au vote à la majorité au Conseil. Cela dit, l'extension progressive de la majorité qualifiée fait que la règle juridique impose que la minorité s'incline devant la majorité. En cas de mise en avant des intérêts vitaux, la question n'est plus juridique mais politique. Elle doit alors se traiter en amont. À la limite, il ne reste plus qu'à quitter l'Union européenne. Est-ce que la procédure législative ordinaire fonctionne bien habituellement avec l'aide du comité de conciliation pour aboutir à un compromis entre le Conseil et le Parlement européen? Oui, habituellement, le comité de conciliation parvient à un compromis. N'oublions pas qu'à chaque étape, la Commission peut modifier ou retirer sa proposition. Enfin, la Commission, dans sa fonction de gardienne des traités, s'efforcera toujours de ne proposer que des textes a priori susceptibles de consensus. Pourquoi est-ce que la Commission dispose du monopole de l'initiative législative et pourquoi le Parlement européen n'a pas la compétence? C'est une originalité de la construction européenne. La Commission n'est pas un secrétariat général. En réalité, le Parlement européen agit souvent en amont par des suggestions, des recommandations dont la Commission tient en général le plus grand compte. L'épisode du 15 mars 1999, où le collège de la Commission a dû démissionner en bloc sous la pression du Parlement, a laissé des traces. Certains ont même dit que la Commission était devenue l'otage du Parlement européen, ce qui est sans doute un peu exagéré.